43 ans de sacrifice. 43 ans d'amour inconditionnel. Et il a suffi de 10 mots pour que tout se transforme en cendres. Maman, lève-toi de table. Madame Moreau a besoin de ta place. Vous voulez savoir ce que c'est que mourir de son vivant? C'est voir son propre fils, celui que vous avez élevé seul, que vous avez nourri de vos propres mains quand vous n'aviez pas d'argent même pour le pain, que vous avez protégé de tous les dangers de ce monde, vous humilier devant des étrangers comme si vous étiez un déchet jetable. Je m'appelle Rose Blanchard. J'ai 68 ans et jusqu'à ce dimanche maudit de novembre, je croyais avoir élevé un homme de caractère. Comme je me trompais tragiquement. Mais Pierre n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Il ne savait pas que je gardais un secret depuis plus de 20 ans, un secret que j'aurais emporté dans la tombe pour le protéger. Jusqu'à ce moment. Jusqu'à ce qu'il me traite comme si je n'étais rien. Il était 7h30 du matin à Marseille quand j'ai commencé à préparer ce qui serait le dernier déjeuner de notre famille. Le soleil méditerranéen entrait par la fenêtre de mon modeste appartement dans le quartier de la Plaine, illuminant les photographies de Pierre enfant éparpillées dans le salon. Sur chacune d'elles, je voyais le petit garçon doux qui avait l'habitude de me serrer dans ses bras et de dire « Maman, tu es la personne la plus importante du monde. » Quel mensonge cruel le temps peut révéler. J'ai passé 4 heures dans la cuisine. 4 heures à préparer chaque plat avec le même amour de toujours, la bouillabaisse qu'il adorait depuis petit, la ratatouille qui faisait briller ses yeux, la tarte aux pommes qui était son dessert favori. Chaque mouvement de mes mains douloureuses par l'arthrite était un acte d'amour. Chaque épice choisie était une prière silencieuse pour notre famille. Le Mistral soufflait fort ce matin-là, apportant avec lui l'odeur salée de la mer mélangée au parfum d'épices des marchés du quartier. C'était un de ces dimanches d'automne typiques de Marseille, où le ciel changeait constamment entre nuages gris et éclaircies dorées. Mes mains tremblaient légèrement en épluchant les pommes de terre, l'âge et l'arthrite me rappelaient constamment mes 68 ans, mais mon cœur était plein d'anticipation. C'était notre tradition depuis tant d'années, le déjeuner dominical où toute la famille se réunissait autour de ma table. J'avais sorti ma plus belle nappe, celle que ma mère m'avait donnée pour mon mariage, un mariage qui n'avait duré que 3 ans, mais qui m'avait donné Pierre. J'avais disposé les assiettes en porcelaine héritées de ma grand-mère, poli les couverts en argent que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. Chaque détail était pensé avec amour. À 11 heures, j'étais allé chez le fleuriste du coin de la rue pour acheter des roses blanches, les fleurs préférées de Pierre depuis qu'il était enfant. Madame Dubois, la fleuriste, m'avait souri avec tendresse. « Pour votre famille, Madame Blanchard ?» Comme toujours, avais-je répondu, comptant soigneusement mes euros. Ma pension ne me permettait pas de grandes folies, mais pour ma famille, je faisais toujours l'effort. De retour à la maison, j'avais arrangé les fleurs dans le vase en cristal que Pierre m'avait offert pour mes 60 ans. Tout était parfait. Tout était prêt pour accueillir ma famille avec l'amour qu'elle méritait. Quand l'interphone a sonné à 12h30, mon cœur s'est emballé de joie. Pierre, Camille et les jumeaux Louis et Emma montaient. Mais quand la porte s'est ouverte, j'ai immédiatement perçu que quelque chose était terriblement différent. Pierre est entré sans me saluer, le visage fermé et évitant mon regard. Son attitude froide m'a surprise, d'habitude, il me faisait au moins la bise par politesse. Camille l'a suivi avec un sourire malicieux qu'elle ne parvenait pas à dissimuler, et derrière elle, une femme que je n'avais jamais vue. Une dame d'environ 60 ans, aux cheveux parfaitement coiffés, vêtue de vêtements très chers et portant un parfum qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. Elle m'a regardé de haut en bas, comme si j'étais quelque chose de désagréable collé à la semelle de sa chaussure. « Maman », a dit Pierre froidement, sans toujours me regarder dans les yeux, « voici Madame Moreau, la mère de Camille. Elle vient déjeuner avec nous. » J'ai avalé ma surprise et j'ai essayé d'être poli. Après tout, j'avais été élevé pour bien recevoir les invités, même ceux qui n'étaient pas annoncés. « Bonjour, Madame Moreau. Soyez la bienvenue dans ma maison », ai-je dit en tendant la main en guise de salut. Elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose de répugnant et a complètement ignoré ma main tendue. Son regard a parcouru mon petit salon avec un air de mépris évident,
s'arrêtant sur mes meubles simples, mes rideaux usés par le temps, mes bibelots sans valeur. Fut tout ce qui sortit de sa bouche, avant de se tourner vers Pierre. Mon cher, où puis-je suspendre mon manteau? Il est en soi italienne, il faut en prendre soin. Pierre s'est empressé de prendre son manteau avec un soin qu'il n'avait jamais démontré pour mes affaires. Je suis resté là, la main encore tendue dans l'air, ressentant la première piqûre d'humiliation de cette journée terrible. Les jumeaux ont couru vers moi pour m'embrasser, comme ils le faisaient toujours. Louis et Emma étaient ma joie, mes seuls petits-enfants, et je les aimais plus que ma propre vie. Grand-mère Rose. Ça sent bon, a dit Emma en serrant mes jambes dans ses bras. On a fait des dessins pour toi à l'école, a complété Louis en sortant des papiers froissés de son sac à dos. Pendant un moment, mon cœur s'est réchauffé. Au moins eux m'aimaient encore. Au moins il y avait encore de la pureté dans ce monde qui semblait s'effondrer autour de moi. Les enfants, arrêtez ce vacarme, les a réprimandés Camille en les tirant loin de moi. Vous allez salir les vêtements de grand-mère Moreau. Grand-mère Moreau? Il connaissait à peine cette femme et elle était déjà promue grand-mère? Et moi, qui avais passé tous les week-ends des 8 dernières années à jouer avec eux, à faire des petits gâteaux, à raconter des histoires, j'étais juste l'autre? Nous sommes allés vers la table. J'avais tout arrangé avec tant d'amour, ma plus belle nappe, les assiettes qui étaient l'héritage de ma mère, les fleurs que j'avais achetées avec le peu d'argent qui me restait de ma pension. Tout pour que ma famille se sente aimée et accueillie. Je me suis assise dans ma chaise habituelle, en bout de table. C'était ma place depuis des décennies, depuis que Pierre était enfant et s'asseyait à côté de moi pour que je puisse couper sa nourriture. Mais alors c'est arrivé. La phrase qui briserait mon cœur pour toujours. Maman, lève-toi. Madame Moreau va s'asseoir à ta place. C'est l'invité d'honneur. Le monde s'est arrêté. L'air est sorti de mes poumons. J'ai regardé Pierre, cherchant dans ses yeux un signe qu'il plaisantait, une étincelle du petit garçon que je connaissais. Mais je n'ai trouvé que froideur et indifférence. Pierre, c'est ma place, ai-je murmuré, la voix étranglée. Et alors? Tu peux t'asseoir n'importe où. Madame Moreau est notre invitée. Madame Moreau a souri avec satisfaction, comme un serpent sur le point de frapper. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, Rose. Je peux m'asseoir n'importe où. Mais Pierre tirait déjà ma chaise. Non, non. Vous méritez la meilleure place de la table. Maman, va t'asseoir là-bas dans le coin. Là-bas dans le coin. Comme si j'étais une enfant mal élevée en train d'être punie. Comme si j'étais une intruse dans ma propre maison. Camille observait tout avec un sourire malicieux, clairement satisfaite de l'humiliation que sa mère était en train de me causer. Les jumeaux regardaient, confus, sans comprendre pourquoi la grand-mère qu'ils aimaient était traitée comme un déchet. Avec les jambes tremblantes et le cœur brisé, je me suis levée de ma chaise. Madame Moreau s'est installée à ma place comme une reine sur son trône, étalant ses affaires sur la table comme si elle était la propriétaire de la maison. « Quelle belle table !» a-t-elle dit en touchant tout avec ses mains pleines de bagues chères. « Bien que ces assiettes soient un peu démodées, vous ne trouvez pas? » Démodées. Les assiettes de ma mère, que je gardais comme des reliques, étaient démodées pour elle. J'ai servi le déjeuner en silence, les larmes brûlant mes yeux. À chaque compliment que Pierre faisait à Madame Moreau, à chaque rire qu'il partageait, à chaque moment où j'étais ignorée, mon cœur se brisait un peu plus. Pendant tout le repas, j'ai été traitée comme la domestique. Rose, apporte plus d'eau. Rose, où est le dessert? Rose, nettoie ça. Rose? Je n'étais même plus maman. J'observais mon fils, cet homme de 43 ans que j'avais élevé seul après que son père nous ait abandonnés quand il avait 5 ans. Je me souvenais des nuits où il faisait de la fièvre et où je restais éveillée à son chevet. Je me souvenais de mes 2 emplois pour pouvoir payer ses études. Je me souvenais de chaque sacrifice que j'avais fait pour qu'il devienne quelqu'un de bien. Et voilà le résultat, un homme capable d'humilier sa propre mère pour impressionner une étrangère arrogante. Madame Moreau, quant à elle,
se comportait comme si elle était chez elle. Elle critiquait ma décoration, faisait des commentaires désobligeants sur mes meubles, et même suggérait des améliorations que je pourrais apporter à mon appartement. Vous savez, Rose, a-t-elle dit en coupant délicatement sa tarte aux pommes, cet appartement a du potentiel. Avec quelques rénovations, il pourrait être charmant. Bien sûr, il faudrait changer ces rideaux affreux et se débarrasser de ces vieux meubles. Pierre approuvait chaque mot qu'elle disait. Mon propre fils approuvait les insultes dirigées contre ma maison, mes affaires, ma vie. Quand ils sont finalement partis, à 16 heures, Pierre ne m'a même pas dit au revoir. Camille a murmuré quelque chose à l'oreille de Madame Moreau, et toutes les deux ont ri en me regardant avec mépris. J'ai fermé la porte et je me suis effondrée. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour la trahison, pour l'humiliation, pour la douleur de réaliser que j'avais élevé un monstre. J'ai pleuré pour le petit garçon que Pierre avait été un jour et pour l'homme cruel qu'il était devenu. Mais c'est à ce moment-là, assise par terre dans mon salon, entourée des débris de mon cœur brisé, que j'ai pris une décision qui changerait nos vies pour toujours. J'ai regardé les photos de Pierre enfant sur mes étagères, ce petit garçon aux yeux brillants qui me disait qu'il serait toujours là pour me protéger. J'ai touché le cadre de sa photo de remise de diplôme, cette journée où j'étais si fière de lui, où j'ai cru que tous mes sacrifices en valaient la peine. Et j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'irai au notaire. Il était temps que mon fils apprenne que certaines actions ont des conséquences irréversibles. Il était temps qu'il découvre que l'amour d'une mère n'est pas infini quand il se transforme en abus. Pierre pensait pouvoir m'humilier et s'en sortir impunément ? Il était sur le point de découvrir à quel point il se trompait. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui allait arriver. Pierre pensait pouvoir m'humilier et s'en sortir impunément ? Il était sur le point de découvrir que certaines décisions ont des conséquences irréversibles. Et la lettre qui arriverait le lendemain, cette lettre révélerait des secrets que j'avais gardés pendant plus de 20 ans. Des secrets qui feraient que Pierre se mettrait à genoux et implorerait mon pardon. Mais y aurait-il encore le temps de réparer ce qu'il avait détruit ? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochains chapitres va vous couper le souffle. Le lundi matin, pendant que Pierre prenait son petit déjeuner dans son appartement luxueux du 8e arrondissement de Marseille, pensant qu'il avait remis sa mère à sa place, j'étais au notariat du quartier, avec des documents que je gardais depuis plus de 2 décennies dans une boîte à chaussures sous mon lit. Des documents qui prouvaient une vérité que j'avais juré d'emporter dans la tombe. Mais un fils qui humilie sa mère devant des étrangers ne mérite pas la protection de cette mère. Et Pierre était sur le point d'apprendre cela de la pire façon possible. Je me suis réveillée à 5 heures du matin ce lundi-là, après une nuit blanche à pleurer et à réfléchir. Mon cœur était brisé, mais ma détermination était plus forte que jamais. J'ai pris une douche, j'ai mis ma plus belle robe, celle que je portais pour les occasions importantes, et j'ai soigneusement rangé tous les documents dans mon sac à main en cuir noir, celui que Pierre m'avait offert pour mes 65 ans. L'ironie était cruelle, j'allais utiliser son cadeau pour porter les papiers qui changeraient sa vie. Le notariat se trouvait rue Paradis, à 20 minutes de marche de chez moi. En marchant dans les rues matinales de Marseille, respirant l'air frais mélangé aux odeurs de café qui s'échappaient des bistrots, j'ai repensé à toutes ces années de sacrifices silencieux. Madame Leclerc, la notaire, me connaissait depuis des années. Elle avait été témoin de ma lutte en tant que mère célibataire, elle avait vu comment je m'étais sacrifiée pour donner à Pierre tout ce dont il avait besoin. Cette femme de 50 ans, aux cheveux gris élégamment coiffés, m'avait toujours traité avec respect et considération. Quand j'ai posé les documents sur son bureau en acajou, elle m'a regardé avec surprise et compassion. Ses yeux bleus, d'habitude si professionnels, montraient une vraie inquiétude. « Rose, vous êtes sûre de cela ? Une fois que ces papiers sortiront d'ici, il n'y a plus de retour en arrière. » J'ai pensé au regard froid de mon fils la veille. J'ai pensé à la façon dont il m'avait traité comme si je n'étais rien. J'ai pensé à toute une vie de sacrifices jetés aux ordures à cause d'une belle-mère arrogante. J'en suis sûre, Madame Leclerc. Il est temps que Pierre sache la vérité. La vérité sur l'appartement où il habitait.
La vérité sur l'argent qui avait financé ses études d'ingénieur. La vérité sur tout ce qu'il pensait avoir conquis seul. Car Pierre ne savait pas, il n'avait jamais su, que je n'étais pas seulement une retraitée pauvre vivant de sa pension. Il ne savait pas que sa grand-mère maternelle, ma mère, avait laissé un héritage considérable avant de mourir. Un héritage que j'avais gardé secret pendant toutes ces années, n'utilisant que de petites sommes pour garantir que mon fils ait les meilleures opportunités dans la vie. Ma mère, Élise Blanchard, avait été une femme remarquable. Veuve jeune comme moi, elle avait bâti une petite entreprise de couture qui était devenue prospère dans les années 70. Quand elle est décédée en 1998, elle m'a laissé non seulement sa maison à Aix-en-Provence, que j'avais vendue, mais aussi ses économies et les bénéfices de la vente de son atelier. Au total, 350 000 €. Une fortune pour une femme comme moi. Mais j'avais pris une décision, Pierre ne devait jamais le savoir. Je voulais qu'il construise sa propre vie, qu'il ait confiance en ses capacités, qu'il soit fier de ses accomplissements. Alors j'avais tout caché, vivant simplement avec ma pension de retraite et utilisant l'héritage de ma mère seulement pour aider discrètement mon fils. Pierre avait toujours cru qu'il avait obtenu son appartement grâce à un prêt bancaire. Il n'avait jamais soupçonné que c'était l'argent de l'héritage qui avait payé l'acompte de 200 000 €. Il n'avait jamais imaginé que ses frais universitaires, qu'il pensait avoir obtenus grâce à une bourse d'études, étaient payés par moi mensuellement, directement sur le compte de l'institution. Le magnifique 3 pièces avec terrasse dans le quartier bourgeois, les meubles de qualité qu'il avait achetés au fil des ans, même sa voiture, tout avait été rendu possible grâce à des coups de chance que j'orchestrais en secret. Un bonus inattendu au travail ? C'était moi qui versais l'argent sur son compte. Une promotion qui venait avec une augmentation ? J'avais parlé à son patron, un ami de la famille. Pendant 25 ans, j'avais été sa fée marraine invisible. Pendant 25 ans, j'avais soutenu sa vie confortable tout en vivant dans la simplicité, gardant le secret pour qu'il puisse être fier de ses conquêtes. Quelle ironie cruelle, le fils qui m'avait humilié pour être juste une retraitée pauvre, devait tout ce qu'il possédait à la générosité silencieuse de cette même femme. Les documents sont tous là, ai-je dit à Madame Leclerc, étalant les papiers sur son bureau. Les actes de donation déguisés, les reçus de tous les paiements que j'ai effectués au fil des ans, les preuves de transfert bancaire. Madame Leclerc a examiné chaque document avec attention. En tant que notaire expérimenté, elle comprenait immédiatement les implications légales. Rose, vous réalisez que juridiquement, vous avez le droit de révoquer toutes ces donations ? Selon la loi française, un parent peut annuler une donation pour cause d'ingratitude. C'est exactement ce que je veux faire. Elle a hoché la tête et a commencé à préparer les documents officiels. La révocation de la donation. L'expulsion. Le recouvrement des dettes. Tout parfaitement légal, tout dûment documenté. Pendant qu'elle travaillait, j'ai regardé par la fenêtre du notariat. Les gens passaient dans la rue, vaquant à leurs occupations normales, sans savoir que dans cette petite pièce, je prenais la décision la plus difficile de ma vie de mère. Madame Blanchard, a dit Madame Leclerc en levant les yeux de ses documents, je dois vous demander, êtes-vous sûr que c'est la bonne solution ? Parfois, dans la colère, nous prenons des décisions que nous regrettons par la suite. J'ai réfléchi à sa question. Étais-je en colère ? Oui. Étais-je blessé ? Profondément. Mais étais-je en train de faire cela par vengeance ? Madame Leclerc, j'ai 68 ans. J'ai consacré ma vie entière à élever cet homme. Et hier, il m'a traité comme un déchet devant ses enfants, devant sa femme, devant une étrangère. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'éducation. Elle a acquiescé avec compréhension. En tant que mère elle-même, elle pouvait comprendre ma douleur. Les documents ont été finalisés vers 11 heures. L'acte de révocation de donation pour cause d'ingratitude, parfaitement rédigé selon les articles 954 et suivants du Code civil français. La mise en demeure de libérer l'appartement dans les 30 jours. La demande de remboursement intégral de toutes les sommes avancées au fil des ans, avec intérêt.
Au total, Pierre devrait rembourser plus de 280 000 €. Pierre Blanchard recevra ses documents avant la fin de la journée, m'a garanti Madame Leclerc. Et Rose, je sais que c'était une décision difficile. Difficile? Non. Nécessaire. Je suis sortie du notariat avec les épaules droites pour la première fois depuis des décennies. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. C'était montrer à mon fils que les actions ont des conséquences, et que l'amour d'une mère n'est pas infini quand il devient de l'abus. En rentrant chez moi, j'ai fait un détour par le marché aux puces de la plaine. J'avais besoin de me promener, de réfléchir, de laisser ma décision faire son chemin dans mon esprit. Entre les stands colorés et l'agitation habituelle du marché marseillais, j'ai trouvé une paix étrange. J'ai acheté des fleurs fraîches chez Monsieur Hassan, le fleuriste marocain qui me connaissait depuis des années. Madame Rose, a-t-il dit avec son sourire chaleureux. Des fleurs pour égayer votre journée? Pour égayer ma nouvelle vie, ai-je répondu. De retour à la maison, j'ai préparé un thé à la menthe, une habitude que j'avais prise en vivant si longtemps dans cette ville cosmopolite. Je me suis assise sur ma terrasse, observant le mouvement de la rue, attendant. Je savais que cela ne tarderait pas. L'après-midi a passé lentement. J'ai rangé mes affaires, j'ai repassé quelques vêtements, j'ai préparé un ragoût pour le dîner. Des activités normales pour une journée qui changerait tout. À 18h37 précisément, mon téléphone a sonné. Pierre. Pour la première fois depuis des années, il m'appelait en dehors d'une date spéciale ou d'une obligation familiale. Maman? Sa voix était étrange, tremblante. Il faut que je vous parle. Je peux monter? Je pouvais entendre la panique dans sa voix. Il avait reçu les documents. Bien sûr, mon fils. Je t'attendrai. Mon fils. Même après tout, même après l'humiliation, il était encore mon fils. Mais maintenant, ce serait un fils qui apprendrait la valeur du respect. 15 minutes plus tard, Pierre était à ma porte. Son visage était pâle, il y avait de la sueur sur son front, et dans ses mains tremblaient les documents du notariat. Cet homme de 43 ans, d'habitude si sûr de lui, ressemblait à un petit garçon perdu. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était presque un murmure. Je l'ai regardé dans les yeux, ces yeux qui un jour me regardaient avec tant d'amour et d'admiration. « C'est la vérité, Pierre. La vérité que j'ai gardée pendant 25 ans pour protéger ton orgueil. » Il est entré en titubant, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il s'est assis sur le canapé où il avait dormi tant de fois quand il était enfant, où je le consolais après les cauchemars, où je lui racontais des histoires pour le faire sourire. « Vous avez payé mon appartement? Mes études? Tout? Tout, Pierre. Chaque euro que tu pensais avoir conquis seul venait de mon amour pour toi. De l'argent que ta grand-mère m'a laissé et que j'ai gardé comme un trésor, n'utilisant que le nécessaire pour construire ton avenir. » Il a passé ses mains dans ses cheveux, incrédule. Les documents étaient éparpillés sur la table basse, révélant année après année de générosité cachée. « Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais dit? Parce que je voulais que tu sois fier de toi-même. Je voulais que tu crois en tes capacités. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour tu utiliserais cette supposée indépendance pour m'humilier. » Les mots sont sortis de ma bouche comme des lames affûtées. Pierre s'est recroquevillé sur le canapé, comprenant finalement la gravité de ce qu'il avait fait. La révélation venait de tomber comme une bombe. Mon fils découvrait que toute sa vie adulte était construite sur mon amour silencieux. Mais ce n'était que le début. Car maintenant, il devait faire face aux conséquences de ses actes. Et Camille n'allait pas accepter cette situation facilement. La guerre que j'avais déclarée ne faisait que commencer. Pierre n'a pas perdu de temps. Le mardi matin, il était à la porte de chez Camille avec une détermination que je n'avais pas vue chez lui depuis des années. J'ai tout su par la suite, grâce à mes petits-enfants, qui ont assisté à la dispute la plus explosive qu'ils aient jamais vue de leur vie. Camille prenait son petit déjeuner quand Pierre est arrivé, encore en pyjama,
les cheveux ébouriffés et les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Il était 7h30 du matin, et son arrivée inattendue a immédiatement mis Camille sur ses gardes. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit en entrant sans cérémonie dans l'appartement qu'il avait payé sans le savoir. Camille l'a regardé avec irritation, sirotant son café dans sa tasse en porcelaine fine. « Pierre, quelles manières sont ceux-là ? Et pourquoi as-tu cette tête d'enterrement ? » « Parce que j'ai découvert que je suis marié à une vipère », a-t-il répondu en posant les documents du notariat sur la table. « Et parce que ma mère vient de me montrer qui je suis vraiment. » Camille a pris les papiers et, au fur et à mesure qu'elle lisait, son expression a changé de l'irritation au choc, puis à la panique. Sa tasse de café a tremblé dans ses mains manucurées, et le sang a quitté son visage. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ta mère est propriétaire de notre appartement ? De MON appartement, Camille. Qu'elle a payé. Ainsi que mes études, ainsi que tout ce que nous avons. Et tu sais pourquoi elle a fait ça ? Par amour. Un sentiment que vous deux ne connaissez manifestement pas. » Les enfants, Louis et Emma, observaient tout depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, sans comprendre complètement, mais sentant la tension dans l'air. Emma tenait encore son doudou lapin, et Louis avait ses grands yeux inquiets fixés sur son père. « Papa, » a dit Emma timidement, « pourquoi tu es fâché contre maman ?» Pierre s'est agenouillé devant ses enfants, tenant leurs petites mains dans les siennes. Son cœur se serrait de voir leur confusion, leur innocence face à la situation que les adultes avaient créée. Parce que papa a fait quelque chose de très vilain à grand-mère Rose. Et vous méritez de savoir la vérité. C'est alors qu'il a tout raconté. Il a raconté l'humiliation qu'il m'avait fait subir, comment il m'avait maltraité devant une étrangère, comment il avait failli perdre la femme la plus importante de sa vie à cause de son orgueil et de l'influence de sa femme. Louis a commencé à pleurer, ses petites larmes coulant sur ses joues rondes. « Papa, pourquoi tu as été méchant avec grand-mère ? Elle fait les meilleurs cookies du monde. » Emma a croisé ses petits bras, fâchée. « Moi, j'aime pas grand-mère Moreau. Elle est pas gentille et elle joue pas avec nous. » Camille a explosé, se levant brusquement de sa chaise. « Pierre, comment oses-tu parler ainsi de ma mère devant les enfants ? Comment moi j'ose ?» Pierre s'est levé, avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Comment Théo tu oses planifier l'humiliation de ma mère ? Tu croyais que je ne m'en apercevrais pas ? Tu me prenais pour un idiot ? Ta mère est une vieille femme dramatique qui a toujours voulu être le centre de l'attention. Ma mère n'a fait que la remettre à sa place. » « Sa place ? Sa place ?» Pierre criait maintenant, réveillant probablement les voisins. « Sa place, cet embout de table qu'elle a dressé, dans la maison qu'elle entretient, en étant respectée par la famille qu'elle a élevée seule. » Camille est devenue pâle en réalisant que le jeu avait complètement tourné. Elle qui pensait avoir gagné la bataille dimanche dernier découvrait qu'elle avait en fait déclenché une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. « Pierre, calme-toi, peut-être qu'on a un peu exagéré, mais... » « Un peu exagéré ? Vous avez détruit 68 années de dignité en un après-midi. Vous avez fait qu'une femme de 68 ans, qui s'est sacrifiée toute sa vie pour moi, se sente comme un déchet dans sa propre maison. » C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. C'était Madame Moreau, avec son timing parfait pour aggraver la situation. « Camille, ma chérie, j'ai réussi à avoir une table au château de la Chèvre d'Or pour dimanche. Que dirais-tu de répéter le déjeuner, mais cette fois dans un endroit approprié ? Loin de là, simplicité de ta belle-mère. » Pierre a arraché le téléphone des mains de Camille avant qu'elle puisse répondre. Sa patience était à bout, et la voix condescendante de Madame Moreau était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. « Madame Moreau ? Ici Pierre. Écoutez bien ce que je vais dire, parce que je ne le dirai qu'une fois, vous ne manquerez plus jamais, jamais, de respect à ma mère. Et si vous pensez détruire ma famille avec votre arrogance, vous vous trompez lourdement. » Silence choqué à l'autre bout de la ligne. Madame Moreau n'était pas habituée à ce qu'on lui parle sur ce ton. « Comment osez-vous me parler ainsi, jeune homme ? Je suis...
vous êtes une intruse qui ne connaît pas sa place. Et votre place n'est pas dans ma famille. Ce n'est pas en manquant de respect à une personne âgée qui mérite tout le respect du monde. Et ce n'est définitivement pas en influençant ma femme pour qu'elle soit cruelle envers la femme qui m'a élevé. Pierre a raccroché au nez de Madame Moreau, laissant la ligne silencieuse. Le geste était symbolique, il venait de couper les ponts avec cette femme toxique qui empoisonnait sa famille. Camille était en état de choc. Pierre, tu viens de déclarer la guerre à ma mère. Non, Camille. Ta mère a déclaré la guerre à ma mère en premier. Et tu sais quelle est la différence? Ma mère s'est battue toute sa vie par amour. La tienne se bat pour le pouvoir et le contrôle. Il a pris une valise et a commencé à y jeter des vêtements, des affaires personnelles, tout ce qui lui appartenait vraiment dans cet appartement qui n'était finalement pas le sien. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Camille, désespérée, comprenant enfin que la situation lui échappait complètement. Je vais habiter chez ma mère jusqu'à ce que je décide si je veux encore être mariée avec toi. Et tu sais quoi d'autre? Les enfants viennent avec moi. Ils méritent d'apprendre ce que c'est que le respect envers les aînés. Tu ne peux pas emmener mes enfants. Si, je peux. Et je vais le faire. Parce qu'ils ont besoin d'exemples corrects, pas de femmes qui trouvent normal d'humilier des personnes âgées. Louis et Emma ont couru vers leur père, excités à la perspective de passer plus de temps avec moi. Ils adoraient dormir chez grand-mère Rose, où ils avaient le droit de manger des cookies avant le dîner et d'écouter des histoires jusqu'à tard le soir. On va dormir chez grand-mère Rose, papa? A demandé Louis, ses yeux s'illuminant malgré la tension. Oui, mon fils. Et on va lui demander pardon. On va montrer qu'on s'est donné de la valeur à qui le mérite. Camille a tenté d'intervenir, mais Pierre était déterminé. Pour la première fois depuis des années, il agissait comme l'homme que j'avais essayé d'élever. Il prenait ses responsabilités, protégeait sa famille, sa vraie famille. Elle a appelé sa mère en panique, mais Pierre a pris le téléphone et l'a éteint. Fini les influences extérieures. Fini les manipulations. C'est entre nous maintenant. 2 heures plus tard, mon interphone a sonné. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Pierre avec 2 valises et 2 petits-enfants enthousiastes qui couraient déjà vers moi pour me serrer dans leurs bras. « Maman, a-t-il dit avec une humilité genuine, est-ce que je peux rentrer à la maison ?» J'ai regardé ces 3 visages, mon fils repentant et mes petits-enfants innocents, et j'ai senti mon cœur se réchauffer à nouveau. Ça a toujours été ta maison, Pierre. Louis et Emma ont couru pour m'embrasser, parlant en même temps de combien ils avaient eu envie de me voir, des dessins qu'ils voulaient me montrer, des petits gâteaux qu'ils voulaient faire avec moi. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour ma famille. Pierre a aidé en cuisine, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Nous avons parlé de tout, de ses peurs, de comment Camille avait changé après que sa mère ait déménagé à Marseille, de comment il avait perdu sa propre identité en essayant de plaire à des gens qui ne le méritaient pas. « Maman », a-t-il dit pendant que nous faisions la vaisselle, nos mains plongées dans l'eau savonneuse comme autrefois, « j'ai failli tout perdre, n'est-ce pas ?»« Presque, Pierre. Mais l'important, c'est que tu te sois réveillé à temps. » Pendant que les enfants regardaient un dessin animé dans le salon, Pierre et moi avons eu la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Il m'a parlé de la pression qu'il ressentait, de comment Camille était devenue de plus en plus exigeante, de comment il s'était senti obligé de choisir entre sa femme et sa mère. Je pensais que si je vous tenais à distance, Camille serait plus heureuse. Je pensais qu'en vous traitant comme je l'ai fait dimanche, elle verrait que j'étais de son côté. Et maintenant? Maintenant je comprends qu'un homme ne choisit pas de camp entre sa famille et sa femme. Un homme choisit le respect. Un homme protège ce qu'il aime vraiment. Mais notre paix serait temporaire. Car pendant que nous retrouvions notre lien familial, Camille et Madame Moreau n'accepteraient pas la défaite facilement. Et la guerre qui était sur le point de venir testerait non seulement le repentir de mon fils, mais aussi ma propre force pour protéger ma famille des griffes de 2 femmes déterminées à détruire tout ce que nous avions construit. Le lendemain, elle viendrait à ma porte. Et je découvrirais jusqu'où une mère est capable d'aller pour défendre ses enfants et petits-enfants.
La bataille finale approchait, et cette fois, je serais prête. Mercredi, 10 heures du matin. J'étais dans la cuisine en train d'apprendre à Emma à faire des madeleines quand l'interphone a sonné avec insistance. 3 sonneries longues, agressives, qui résonnaient dans tout l'appartement comme une déclaration de guerre. Je savais déjà qui c'était. Grand-mère, qui sait, a demandé Louis en courant vers la fenêtre pour regarder dans la rue. Des personnes qui ont oublié comment être polies, mon petit. Camille et Madame Moreau étaient devant la porte de l'immeuble, et par l'interphone je pouvais déjà entendre l'irritation dans leur voix. Elles avaient mis leurs plus beaux atours, comme si elles partaient en guerre, ce qui était probablement le cas. « Rose, ouvrez cette porte immédiatement. »« Nous devons parler » criait Camille, sa voix stridente déformée par l'interphone. J'ai respiré profondément. À 68 ans, j'avais appris à affronter des tempêtes bien pires que 2 femmes gâtées qui n'avaient jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans leur vie. Pierre, ai-je appelé. Il est sorti de la chambre où il travaillait sur son ordinateur portable, installé à la petite table qui lui servait de bureau depuis qu'il était revenu. « Tes visites sont arrivées. » Il s'est tendu, ses épaules se raidissant. « Vous voulez que je descende ? » « Non. Laisse-les monter. Il est temps qu'elles comprennent à qui elles ont affaire. » J'ai ouvert la porte de l'appartement et j'ai attendu. Le bruit des talons de Madame Moreau résonnait dans l'escalier comme une menace. Quand elles sont arrivées à mon étage, toutes les deux étaient essoufflées et le visage rouge de rage. Madame Moreau portait un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus que ma pension annuelle, et Camille arborait un manteau de fourrure que je ne lui avais jamais vu. « Où est mon mari ?» a exigé Camille en passant devant moi sans salutation, ses yeux balayant l'appartement comme si elle cherchait des preuves d'un crime. « Où sont mes enfants ?» a-t-elle complété, regardant autour d'elle comme si je les avais cachés quelque part. « Tes enfants apprennent ce qu'est le respect ?» ai-je répondu calmement. Quelque chose qu'ils n'ont manifestement pas appris à la maison. Madame Moreau m'a poussé avec l'épaule, entrant dans mon salon comme si elle en était propriétaire. Son parfum lourd et esséurant a envahi l'espace, contrastant avec l'odeur douce des madeleines qui sortaient du four. « Écoutez-moi bien, vieille fouineuse. Vous avez peut-être de l'argent, mais vous n'avez pas de classe. Ma fille mérite mieux que votre fils raté. » Raté ? Pierre est apparu dans l'embrasure de la porte de la chambre, avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. C'était la même détermination qu'il avait quand il était enfant et que quelqu'un s'en prenait à moi. « C'est vous qui avez élevé une fille capable d'humilier des personnes âgées qui parlaient d'échecs ? » Pierre, ça suffit. Camille a essayé de le contrôler, mais sa voix tremblait. Elle savait qu'elle avait perdu son emprise sur lui. « Tu fais du drame pour rien. Ta mère te manipule avec cette histoire d'argent. » C'est alors que je me suis levée du fauteuil où j'étais assise. À 68 ans, j'avais encore une présence qui imposait le respect, quand les gens avaient le caractère de le reconnaître. Camille, en 25 ans de mariage avec mon fils, c'est la première fois que tu mets les pieds dans ma maison sans y être invitée. Et tu sais pourquoi ? Parce que maintenant tu as découvert que je ne suis pas seulement une retraitée sans défense. Madame Moreau a ri avec dédain, un rire aigu et désagréable qui m'a rappelé le cri d'une mouette. « S'il vous plaît. Vous croyez que quelques documents vont intimider qui que ce soit ? Ma fille peut se permettre des avocats bien meilleurs que les vôtres. » Vraiment ? J'ai souri, de ce sourire que Pierre connaissait bien et qui annonçait toujours une surprise. Alors expliquez à ses avocats chers comment elle va contester des donations légalement enregistrées il y a plus de 20 ans. Expliquez comment elle va remettre en question des documents signés chez le notaire, avec témoins. Le sourire de Madame Moreau a vacillé, comme une bougie dans le vent. En plus de ça, ai-je continué, savourant chaque mot, expliquez-leur comment votre fille compte maintenir son niveau de vie actuel en gagnant 2 800 € par mois comme professeur, après que l'appartement de 300 000 € ait été rendu. Camille a pâli. Elle n'avait jamais fait les calculs, trop habituée à vivre au-dessus de ses moyens grâce à la générosité invisible de sa belle-mère. Mais je ne suis pas venue ici pour parler d'argent, ai-je poursuivi en me dirigeant vers la cuisine pour sortir les madeleines du four.
Je suis venu pour établir des règles. Et la première règle, c'est: personne ne manquera plus jamais de respect à une femme de 68 ans dans sa propre maison. Louis et Emma sont apparus dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant la tension. Emma tenait encore son tablier de cuisine couvert de farine, et Louis avait du chocolat sur les joues, il était en pleine séance de pâtisserie avec moi. Madame Moreau les a vus et a tenté d'utiliser sa stratégie manipulatrice habituelle. Les enfants, venez avec grand-mère Moreau. Nous allons sortir de cet endroit triste et aller prendre une glace dans un vrai salon de thé. Emma s'est cachée derrière mes jambes, serrant ma jupe dans ses petites mains pleines de farine. Je veux pas y aller. Je veux rester avec grand-mère Rose. Louis a été plus direct, avec cette franchise brutale que seuls les enfants possèdent: t'es méchante. Tu as fait pleurer grand-mère. Camille a complètement perdu son sang-froid, son masque de mère parfaite tombant enfin. Emma. Louis. Venez ici tout de suite. Vous êtes mes enfants. Et moi, je suis leur grand-mère, ai-je dit calmement en caressant les cheveux d'Emma. La grand-mère qui a passé tous les week-ends des 8 dernières années à s'occuper d'eux pendant que vous sortiez. La grand-mère qui connaît leurs plats préférés, leurs peurs, leurs rêves. La grand-mère qu'ils ont choisie. Pierre s'est approché des enfants, s'agenouillant à leur niveau. Camille, il reste avec moi jusqu'à ce que tu apprennes à respecter ma mère. Ce n'est pas négociable. C'est de l'enlèvement, a crié Madame Moreau, sa voix devenant hystérique. C'est de la paternité, a répondu Pierre fermement. Quelque chose que j'ai appris de la femme que vous avez essayé d'humilier. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de révéler mon dernier atout. Je suis allé dans ma chambre et j'ai apporté un dossier que je gardais depuis des années. Un dossier que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Madame Moreau, puisque vous aimez tant les menaces légales, vous voudrez peut-être voir ceci. J'ai ouvert le dossier et j'ai montré des photographies, des documents, des reçus. Tout était parfaitement organisé, classé par date, annoté de ma main soigneuse. Vous reconnaissez ce restaurant? C'est le Petit Maison, où vous avez déjeuné la semaine dernière. Addition de 347 €. Vous reconnaissez cette bijouterie? Bracelet Cartier, 2800 €. Tout payé avec la carte de crédit de votre fille. Camille était confuse, ne comprenant pas où je voulais en venir. Maman, comment elle? Comment je sais, ai-je complété, savourant ce moment depuis des mois. Parce que je sais tout ce qui se passe dans ma famille, Camille. Je sais que ces 6 derniers mois, depuis que ta mère a déménagé à Marseille, vous avez dépensé plus de 15 000 € en restaurants chers, vêtements de luxe et voyages. Je sais que la carte de Pierre est au maximum de son crédit. Je sais que vous devez 3 mensualités de charges de copropriété. Madame Moreau a essayé de nier, mais j'ai continué, implacable. Et je sais aussi que vous avez menti sur votre situation financière. Votre ex-mari n'a laissé aucun héritage. Vous viviez de faveur chez une nièce à Paris jusqu'à ce que vous convainquiez Camille de vous faire venir ici. J'ai sorti d'autres documents du dossier, des relevés bancaires, des rapports de crédit, des attestations que j'avais obtenues grâce à un détective privé que j'avais engagé quand j'avais commencé à soupçonner que quelque chose ne tournait pas rond. Votre compte en banque, Madame Moreau. Solde, 247 €. Vos dettes, plus de 8 000 €. Votre véritable situation, vous êtes venu ici non pas par amour maternel, mais parce que vous n'aviez nulle part ailleurs où aller. Le silence dans la pièce était assourdissant. Même les enfants avaient cessé de bouger, sentant que quelque chose d'important se passait. Comment avez-vous découvert tout ça, a murmuré Camille, la voix brisée. Pierre m'a regardé avec admiration. Son fils avait sous-estimé sa mère pendant des années, ne réalisant pas qu'une femme qui avait élevé un enfant seul dans les années 80 avait développé des ressources insoupçonnées. Parce que quand on aime quelqu'un, on protège. Et pour protéger, il faut être informé. J'ai toujours su qu'un jour quelqu'un essaierait de détruire notre famille. Je ne pensais juste pas que ce serait ma propre belle-fille. Madame Moreau a tenté une dernière carte, désespérée,
vous pouvez avoir de l'argent, Rose, mais vous ne pouvez pas acheter l'amour de votre fils. J'ai ri. Un rire bas, chargé de décennies de sagesse et de batailles gagnées. Acheter? Madame, j'ai construit l'amour de mon fils. Je l'ai construit avec des nuits blanches quand il avait de la fièvre. Je l'ai construit en travaillant 2 emplois pour payer ses études. Je l'ai construit avec des câlins, des conseils, une présence constante. Vous avez essayé de détruire en un après-midi ce que j'ai construit en 43 ans. Pierre s'est approché de moi, pour la première fois depuis qu'il était enfant, il m'a donné un vrai câlin. Pas une salutation formelle, mais une étreinte de fils qui reconnaît la valeur de sa mère. Maman, pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'avoir été si aveugle, si ingrat. Tu as déjà pardonné, mon fils. L'important, c'est que tu te sois réveillé avant qu'il ne soit trop tard. Camille pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir. C'étaient des larmes de quelqu'un qui réalisait qu'elle avait tout perdu, son mari, ses enfants, sa sécurité financière, son avenir. Pierre, ne me fais pas ça. Nous sommes une famille. Une famille? Pierre s'est tourné vers elle, et dans ses yeux il y avait une froideur que je ne lui avais jamais vue. Une famille protège, Camille. Une famille n'humilie pas. Une famille ne crache pas dans l'assiette où elle a mangé pendant 25 ans. Je peux changer. Je peux être différente. Tu peux. Mais pas avec moi. Pas après ce que vous avez fait à ma mère. Madame Moreau, voyant que la situation était perdue, a essayé de sortir avec un peu de dignité. Camille, partons d'ici. Cet endroit est toxique. Tu mérites mieux. Mais Pierre a bloqué la porte, sa silhouette imposante remplissant l'embrasure. Avant de partir, je veux entendre quelque chose. Je veux vous entendre demander pardon à ma mère. Jamais, a crié Madame Moreau, sa vraie nature se révélant enfin. Alors vous ne reverrez jamais les enfants. Camille a regardé ses enfants, qui étaient clairement de mon côté, et a réalisé qu'elle n'avait pas le choix. Sa voix était faible, brisée quand elle a parlé. Rose, excusez-moi. Excusez-moi d'avoir été irrespectueuse. Et d'avoir permis que ma mère vous traite mal. Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon, Camille. C'est à toi-même. Pour avoir perdu l'opportunité de faire partie d'une vraie famille. Madame Moreau a refusé de s'excuser jusqu'à la fin. Elle est sortie de ma maison comme elle y était entrée, sans classe, sans éducation, sans dignité. Sa fille l'a suivie, et j'ai su que je ne les reverrais probablement jamais. Après leur départ, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai attiré mes petits-enfants près de moi. Pierre s'est assis par terre, comme il le faisait quand il était enfant. Et maintenant, maman? Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé mon fils qui était finalement devenu l'homme que j'avais toujours su qu'il pourrait être. Maintenant, Pierre, vous 3 allez habiter avec moi jusqu'à ce qu'on règle tout. On va annuler les documents du notaire. L'appartement reste le tien, mais maintenant tu sais d'où ça vient. Et quand tu choisiras une nouvelle compagne, ce sera quelqu'un qui comprend qu'une famille se construit avec le respect, pas avec le pouvoir. Maman, comment puis-je vous compenser pour tout? En étant un bon père pour ses enfants. En leur apprenant que les aînés doivent être respectés, pas jetés. En montrant qu'une famille, c'est de l'amour, pas de la convenance. Louis a tiré sur ma manche, ses petits doigts encore collants de chocolat. Grand-mère, tu vas apprendre à papa à faire des madeleines? Oui, mon petit. Je vais apprendre beaucoup de choses à ton papa. Ce soir-là, pendant que les enfants dormaient et que Pierre travaillait sur son ordinateur portable à la table de la cuisine, la même table où il faisait ses devoirs quand il était enfant, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Certaines personnes diraient que j'ai été trop dure. Qu'une mère doit tout pardonner. Mais j'ai appris quelque chose d'important à 68 ans, pardonner ne signifie pas accepter d'être maltraité. L'amour propre n'est pas de l'égoïsme. Et parfois, pour sauver quelqu'un qu'on aime, il faut le laisser affronter les conséquences de ses propres actes.
Pierre a appris que l'amour maternel n'est pas un droit, c'est un privilège. Il a appris que le respect se gagne et se maintient par des actions. Il a appris qu'une vraie famille se protège, ne s'utilise pas. Et moi? J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour montrer sa force. Qu'une femme de 68 ans peut être plus puissante que 2 manipulatrices réunies quand elle se bat pour les bonnes valeurs. 3 mois plus tard, Pierre a divorcé de Camille. La procédure a été rapide, elle ne pouvait pas contester la garde des enfants ni revendiquer l'appartement. Madame Moreau est retournée à Paris, après avoir découvert qu'il n'y avait plus rien à exploiter à Marseille. Les enfants ont continué à habiter avec moi et Pierre. Nous avons transformé son appartement en bureau, et il travaille de la maison maintenant, toujours près de la famille qu'il a failli perdre. Le dimanche dernier, nous avons préparé le déjeuner dominical ensemble. Pierre a fait la bouillabaisse, Emma a aidé avec la salade, Louis a dressé la table. Et quand nous nous sommes assis pour manger, Pierre a tenu à ce que je m'assoie en bout de table, ma place de droit, ma place d'honneur. Un toast, a-t-il dit en levant son verre, à la femme la plus forte que je connaisse. À ma mère, qui m'a appris que l'amour véritable doit parfois être dur pour être réel. Et là, entouré par ma famille, ma vraie famille, j'ai compris que ça en valait la peine. Chaque larme, chaque nuit sans dormir, chaque sacrifice. Parce qu'à la fin, peu importe le temps que ça prend, l'amour véritable gagne toujours. Et s'il y a une leçon que je veux vous laisser, c'est celle-ci, ne permettez jamais à personne de vous faire vous sentir petit. Peu importe votre âge, votre situation financière, votre condition sociale. Vous méritez le respect. Et si vous devez vous battre pour ce respect, battez-vous. Parce que certaines batailles valent la peine d'être menées. Je m'appelle Rose Blanchard, j'ai 68 ans, et voici l'histoire de comment une lettre de notaire a changé ma vie, et m'a rendu mon fils. Parfois, pour sauver ceux qu'on aime, nous devons les laisser affronter les conséquences de leurs choix. L'amour véritable n'est pas de la permissivité, c'est le courage d'enseigner ce qui est juste, même quand ça fait mal. Parfois, la vie nous enseigne que l'amour véritable doit avoir des limites. Que se respecter soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Combien d'entre vous se sont déjà sentis invisibles dans leur propre famille? Combien ont déjà avalé des humiliations en silence, pensant que c'était ce qu'une mère devait faire? Combien de fois vous êtes-vous demandé, est-ce que je mérite ça? J'ai passé 68 ans de ma vie à croire qu'être mère signifiait tout accepter, tout pardonner, toujours se sacrifier. Jusqu'au jour où mon propre fils m'a fait lever de ma chaise pour qu'une étrangère s'assoie. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a crié, ça suffit. Vous savez quelle a été la partie la plus douloureuse? Ce n'était pas l'humiliation. C'était de réaliser que j'avais moi-même appris à mon fils que je n'avais pas de valeur. Que des années de sacrifices silencieux m'avaient transformé en ombre dans ma propre maison. Qu'en essayant d'être la mère parfaite, j'avais oublié d'être Rose. Mais vous savez ce qui m'a le plus blessée? C'était de voir mes petits-enfants regarder cette scène. C'était d'imaginer qu'ils grandiraient en pensant que c'est ainsi qu'on traite une grand-mère. Que les femmes âgées sont jetables. Que notre expérience, notre sagesse, notre amour ne valent rien quand nous vieillissons. C'est là que j'ai compris, si je ne me respectais pas, qui le ferait? Si je ne montrais pas ma valeur, qui le ferait pour moi? Si je ne luttais pas pour ma dignité, elle disparaîtrait simplement. Certaines d'entre vous pensent peut-être, mais Rose, c'était ton fils, une mère pardonne tout. Et je dis, pardonner ne signifie pas accepter d'être piétiné. L'amour ne signifie pas se laisser humilier. Être mère ne signifie pas disparaître en tant que personne. Combien de fois vous êtes-vous tu quand vous auriez dû parler? Combien de fois avez-vous baissé la tête quand vous auriez dû relever le menton? Combien de fois avez-vous fait semblant que ça n'avait pas d'importance quand votre cœur était brisé? Peut-être traversez-vous quelque chose de similaire maintenant. Peut-être votre belle-fille vous traite-t-elle comme un fardeau. Peut-être vos enfants ne se souviennent-ils de vous que quand ils ont besoin de quelque chose. Peut-être vous sentez-vous seul dans une maison pleine de gens qui devraient vous aimer. Si c'est le cas, je dois vous dire quelque chose,
Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas un poids. Vous n'êtes pas jetable. Vous êtes une femme qui a vécu, qui a lutté, qui a construit des familles de ses propres mains. Vous méritez le respect non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. J'ai appris à 68 ans que notre âge ne nous diminue pas, il nous renforce. Que nos rides racontent des histoires de courage. Que nos cheveux blancs sont des médailles de bataille gagnées. Que notre expérience est un trésor que personne ne peut voler. Racontez-moi dans les commentaires, quel a été le moment où vous avez décidé que vous méritiez plus? Comment avez-vous trouvé la force de défendre votre dignité? Quel conseil donneriez-vous à une femme qui traverse la même situation? Vos histoires sont importantes. Vos voix ont besoin d'être entendues. Parce que chacune d'entre vous qui a décidé de lutter pour sa propre dignité ouvre la voie à d'autres femmes. Elle montre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect. Et si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez vu un petit bout de vos propres vies dedans, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Parce qu'ici, nous honorons les vraies histoires de vraies femmes. Ici, personne n'est invisible. Ici, toute expérience vaut de l'or, et toute voix compte. Parce que vous méritez d'être entendu. Vous méritez d'être respecté. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites pour les autres. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour montrer au monde qu'une vraie femme ne perd jamais sa force. Elle apprend simplement quand il est temps de l'utiliser.